Bienvenue dans un nouvel épisode de Pourquoi t'as fait ça. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Doré, créatrice du podcast Ceci est ton corps, un projet qui explore la relation des femmes avec leur corps à travers des témoignages puissants et authentiques. Ancienne professionnelle du luxe, reconvertie dans le podcast, Aurélie utilise ce média comme un outil de médiation pour donner la parole à celles et ceux qui en ont besoin. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours, de la puissance du podcast comme outil de libération de la parole et de comment son projet l'a amené à se réapproprier son propre corps. Une conversation intime et inspirante qui nous rappelle l'importance de créer des espaces de parole sécurisants. C'est parti! Bonjour Aurélie, bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Tu fais partie d'une série d'interviews qui rentre dans le thème de l'inclusion et de la diversité. Et je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va avoir une petite heure de discussion ensemble pour appréhender ton parcours, comment tu en es arrivé là par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais, quelle est ta vision dans ton domaine d'activité. Donc on va essayer d'aborder toutes ces questions dans une petite discussion chill, toutes les deux aujourd'hui. Et pour commencer, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Merci Jade, je suis ravie d'être ici. Donc moi je m'appelle Aurélie Doré, j'ai 36 ans, je vis à Paris et j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie professionnelle et celle dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est les podcasts et les podcasts à visée éducative ou en tout cas utiliser le podcast comme un outil de médiation vis-à-vis de différentes cibles populations, mais j'utilise souvent et beaucoup le podcast avec des jeunes. C'est, on va dire, 70% des personnes avec lesquelles je travaille. Et j'ai aussi créé un podcast il y a 3 ans qui s'appelle Ceci est ton corps. Et ce podcast m'a permis d'analyser la place des femmes dans la société à travers le prisme du corps et aussi et surtout à m'interroger sur mon rapport à mon corps, à moi, et à me permettre de dépasser certaines problématiques que j'avais au moment où j'ai lancé le podcast. Ok, très bien. Tu viens de nous dire que tu as eu plusieurs phases du coup dans ta vie professionnelle. Donc, les phases précédant le podcast, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que le podcast était déjà présent ou c'est complètement différent? C'est complètement différent. Le podcast est arrivé dans ma vie il y a 4 ans maintenant. Disons que j'ai commencé à en écouter au moment où le podcast a commencé à arriver en France. En tout cas, où moi, je l'ai découvert autour de, je dirais, 2016-2017. Et à ce moment-là, donc ça, c'est mon ancienne vie, je travaillais dans le luxe et je m'occupais de tout ce qui était communication digitale. D'abord pour une marque de haute joaillerie et ensuite une marque de vin et spiritueux. Je suis tombée là par hasard et à la fois pas vraiment par hasard parce que rien n'est vraiment par hasard, mais par opportunité, on va dire. Donc moi j'ai un parcours prépa école de commerce qui a été un peu par défaut. À la base, je voulais faire une école d'art et en fait, j'ai pas eu les concours et donc j'avais pas forcément la persévérance nécessaire pour poursuivre, en tout cas pour m'acharner dans cette voie. Donc on m'a montré une autre direction que j'ai suivie. Et j'ai suivi du coup cette direction école de commerce et ensuite ça en est suivi des stages dans des grandes entreprises et dont un stage chez Richemont qui est un des plus gros groupes de luxe français avec LVMH et Kering. Et donc j'ai commencé à travailler pour Richemont. J'ai passé 4 ans chez Van Cleef & Arpels, puis 4 ans chez Ruinart, où là en fait j'ai appris énormément de choses en termes de communication digitale, en termes de ces deux entreprises de maison qui ont un angle artistique qui est très fort. Donc ça rebouclait quand même un peu avec un intérêt que j'avais. Et qui ont une attention aux détails aussi qui est très importante. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, dont celle-ci. Et suite à ça, donc au moment du Covid en fait à peu près, j'ai eu envie de changer, de faire des choses différentes.
Donc j'ai quitté Runard et j'ai lancé plein de pistes différentes. J'ai fait un DU en médiation, gestion des conflits, et en parallèle j'ai lancé ce podcast. Pour la première saison d'ailleurs, on était une équipe de 4. Et en fait, petit à petit, aujourd'hui, je me rends compte que les deux se sont mélangés, puisque, comme je te disais tout à l'heure, je parle du podcast comme un outil de médiation. Et voilà, et en fait, le podcast a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie, en tant que créatrice, en tant qu'auditrice. Et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est très important dans ma vie, mais je sens que je fonctionne par cycle de 3-4 ans, et je sens que j'arrive à un petit palier, donc on va voir Mmh. ce que l'avenir nous réserve. OK, OK, très clair. Là, ton projet, que tu as initié du coup, de podcast «Ceci est ton corps» est un projet, militant. Est-ce que, du coup, ces sujets-là et cet aspect, militante, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu et que tu as exprimé là dans ton parcours professionnel à ce moment-là? Comment c'est arrivé le fait de se tourner vers ces sujets et de vouloir en parler, de vouloir, visibiliser certains sujets et cetera? Alors, en fait, je crois que c'est venu d'un point très personnel. J'ai jamais été quelqu'un de très militante étant plus jeune. En tout cas, j'étais quelqu'un de plutôt timide, d'assez réservé, qui avait du mal à dire ce qu'elle pensait, à exprimer sa voix, voilà. Ouais, je dirais que c'est, bah, encore une fois, à peu près au moment de MeToo, peut-être juste un petit peu avant. J'avais de plus en plus de discussions avec, bah, d'ailleurs, les personnes avec qui j'ai lancé le podcast. Donc, c'était mon ancienne boss chez Runard et une de mes collègues. Et on était de 3 générations différentes. Moi, j'avais une petite trentaine à l'époque. L'une d'entre elles en avait 35 et l'autre en avait 40. Et toutes les trois, on discutait beaucoup. C'était aussi le même moment où Lorraine Bastide a lancé La Poudre, où j'ai commencé à lire Mona Chollet. Et il y a eu une espèce de bouillonnement qui s'est créé à ce moment-là. Et de bouillonnement lié à comment je me sens dans mon corps et pourquoi est-ce que c'est pas un problème individuel, mais collectif et structurel. Et en fait, comment est-ce que ces enjeux-là, ils nous dépassent. J'ai pris conscience de beaucoup de choses et du fait que c'était pas juste moi dans mon coin qui avait ouais, des difficultés à me sentir bien dans mon corps, à m'approprier ce corps, qu'en fait c'est des choses qui me suivaient depuis mon adolescence, mais qu'en fait ça concernait la très grande majorité des femmes. Et à ce moment-là, j'ai eu une espèce de grande vague de colère qui m'a submergée. Et je me suis dit, je peux pas ne rien faire, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, du coup, on a lancé ce qu'on avait appelé les dinettes. C'était un concept de dîner où chacune, donc avec ces deux femmes dont je te parlais juste avant, chacune, on invitait 5 ou 6 personnes de notre entourage, de plutôt notre génération, pour créer à la fois un mélange intergénérationnel. Et l'idée, c'était d'avoir une invitée et une chef. On avait présenté ça comme pour délier nos cœurs et nos langues, profiter d'un bon repas tous ensemble pour discuter de sujets intimes. Donc c'était vraiment un espace dans lequel on voulait ni être dans un espace de networking, chose qui se faisait pas mal à l'époque, ni être dans un cercle intime avec tes amis. Une espèce d'entre-deux dans lequel on pouvait aborder des sujets avec des inconnus et à la fois des personnes avec qui c'est très bienveillant. Et ça a commencé à mettre des petites graines dans ma tête. On a fait 3-4 dîners. Et après, voilà, on a voulu faire d'autres choses. On s'est retrouvés 1 an et demi après pour lancer ce podcast. Et ce podcast a été le point de départ de, ouais, une sorte de ras-le-bol, en fait, de dire, si moi je me sens pas bien et qu'il y a d'autres femmes pour lesquelles c'est le cas aussi, c'est qu'il y a un truc à faire, c'est pas possible, en fait. On peut pas vivre dans un monde où nos corps nous empêchent, nos corps nous limitent. Le corps, pour moi, c'est quand même le début de tout. Et j'avais cette volonté de me libérer moi, mais aussi de peut-être toucher au moins une personne. Et si j'arrivais à toucher au moins une personne, bah, c'était OK pour moi et ça m'allait, quoi. Mmh. OK. Donc le podcast, c'était au départ un projet collectif. Là, aujourd'hui, c'est toujours un projet collectif ou tu es toute seule, aux commandes? Après la première saison, mes acolytes ont voulu faire d'autres choses. Donc, il et elle, d'ailleurs, il y avait un homme aussi. Il et elle sont partis, ont fait d'autres choses, voilà. Et moi, je sentais que j'avais vraiment pas du tout fait le tour du sujet.
Donc, en fait, on a fait une première saison ensemble autour des seins. Et moi, j'ai eu envie de continuer puisque clairement, voilà, c'était que le début pour moi. Et donc, j'ai repris le projet en solo et j'ai fait 3 saisons ensuite. Donc là, on en est à la 4e. J'ai fait une 2e autour du ventre, une 3e autour des fesses et une 4e que je suis en train de terminer autour des cheveux et des poils. Et c'est plus une aventure collective dans le sens où le podcast est géré uniquement par moi aujourd'hui, mais c'est une aventure collective dans le sens où ça l'a toujours été et le point de départ de ce projet, c'est une aventure collective puisque c'est d'aller chercher les voix de femmes de toute génération, de partager en fait ces expériences de vie, ces expériences de corps, de les faire circuler, de les diffuser au plus grand nombre. Donc pour moi, le point de départ du podcast, c'est clairement le collectif. Et c'est aussi le collectif qui s'est créé au fur et à mesure des années et la communauté en fait qui s'est créée autour du podcast et tout ce que ça a généré comme échange, comme discussion, comme moment de partage quoi. Donc collectif, oui et non, mais oui quand même et toujours et depuis le début. Ok, ok, je comprends. Tu nous disais que tu avais découvert le podcast aux alentours de 2016, tu en écoutais, etc. Quand tu as lancé le tien, du coup, bah, avec les personnes avec qui tu l'as lancé, tu t'étais formée, comment tu as appréhendé la création de ce podcast? Est-ce que, tu t'es documentée? C'était pour savoir un peu comment tu avais procédé, pour, ton premier projet, de podcast. Alors j'ai vraiment tout appris sur le tas. En fait, je me souviens très bien du premier été après avoir quitté ma dernière entreprise, donc Ruinart. Et j'étais en vacances et tu sais, je sais pas si tu connais, tous les étés, il y a Arte Radio qui fait le concours de l'été où tu dois envoyer, bah, si tu veux participer, tout le monde peut participer, c'est ouvert à tous et à toutes. Tu peux envoyer un 3 minutes. Et je me suis chauffée en fait cet été-là. Je me suis dit vas-y, ça m'amuse, je vais enregistrer un truc et puis on verra bien. Et je n'ai pas gagné, mais c'était pas ça l'important. L'important, c'était de mettre un pied dans le podcast. Et du coup, j'ai fait ce 3 minutes et ça m'a vraiment beaucoup amusée. J'ai eu l'impression de retrouver, moi, j'ai toujours été très collage. Je faisais beaucoup de collage quand j'étais jeune. Et j'ai eu l'impression de retrouver cet esprit craft, collage, mais avec du son et pas avec du Mmh. papier. Et ça m'a plu tout de suite. J'ai adoré faire du montage au début. Bon, maintenant, je t'avoue, j'en fais plus beaucoup ou alors vraiment de temps en temps pour certains projets, mais c'est assez rare. Mais au début, les 2 premières saisons, même quasiment jusqu'à la saison 3, je faisais encore le montage de tous les épisodes et j'adorais ça. Et donc, ouais, je me suis vraiment formée au fil de l'eau. Je me suis appuyée sur... j'avais un ami qui était ingé son, enfin qui est toujours ingé son, mais qui m'a aidée à ce moment-là. J'ai écouté beaucoup de podcasts de gens qui ont fait des podcasts. J'ai lu des trucs. Et puis petit à petit, en fait, je me suis fait ma culture podcast et j'ai appris à faire des choses. J'ai commencé à monter sur Cubase, puisque mon pote ingé son m'avait conseillé ça. Ensuite, je suis passée à Audacity et ensuite, je suis enfin arrivée sur Reaper, qui est clairement le mieux de tous, quoi. Et je pense que j'ai aussi beaucoup appris avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Donc, très vite, je me suis entourée d'un ingé son pour le mixage. Et lui aussi, il m'a... Donc maintenant, c'est Alice de Les Belles Fréquences. Et avant, c'était Roger Middenway. Lui aussi m'a beaucoup appris. Je lui posais beaucoup de questions sur comment faire ci, comment faire ça, etc. Et je pense que j'ai lu aussi énormément de choses sur les blogs Arte Radio. Il y a énormément de ressources. Voilà. Et puis aussi en rencontrant des gens petit à petit du milieu du podcast, que ce soit au Paris Podcast Festival ou en intégrant des communautés de podcasteurs en fait, Mmh. Women and Podcast ou d'autres communautés au préalable quoi. OK. OK, OK. Le podcast, ton podcast, il a une approche éditoriale forte. Puis comme tu nous as dit, il y a des thématiques par saison. Il y a aussi pas mal, de bonus, dans chaque saison. Comment, tu as construit ça? Est-ce que c'était déjà le concept de départ ou, ça s'est fait au fur et à mesure? J'en profite, tu pourras couper. Alors en fait, c'est vrai que j'ai pas eu une réflexion éditoriale dès le début du projet.
Mais ce qui a été évident pour moi, c'est d'aller interroger les seins dès la première saison. Et sans vouloir morceler les femmes, je trouvais ça intéressant. En tout cas, moi, j'avais cette impression de me regarder de façon un peu fragmentée et morcelée. Quand je jugeais mon corps et quand je me regardais, tu vois, je disais, bah, mes seins, ils sont comme ci, comme ça, mes lèvres, mes pieds, mes fesses, mes trucs. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vachement tendance à faire, de se regarder de façon morcelée, fragmentée, plutôt que de se regarder dans un ensemble. Donc, assez vite, en fait, il a été décidé qu'on allait interroger les femmes sur une partie du corps. Et du coup, assez naturellement, quand la saison 2 est arrivée, je me suis dit, bah, on va interroger une autre partie du corps. Mais finalement, c'est plus une clé d'entrée pour venir interroger ton rapport à ton corps en général, quoi. Disons que ça va être le point de départ. Et puis les seins, c'était vraiment un concentré de ce que c'est que l'expérience d'être une femme, je trouve, en 2024, enfin à l'époque, en 2021, dans l'espace public. Comment est-ce que les seins doivent être? C'était voilà un concentré je trouve, de stéréotypes et de potentiels mal-être, questionnements, problématiques. Et puis finalement, chaque partie du corps dit quelque chose, a des choses à raconter et un point de départ symbolique pour ouvrir tellement de tirer tellement de fils et, et c'est ça que je trouvais intéressant. En fait, après, au-delà de ça, la façon dont je construis le podcast de façon éditoriale, ça suit clairement mes envies. Donc, par exemple, tous les bonus dont tu parlais, c'était clairement une envie d'aller explorer d'autres choses avec un point de vue un peu différent ou avec des personnes un peu différentes. J'ai fait toute une série de bonus où c'est vraiment plus porté sur les expériences autour du corps et qu'est-ce que tu peux tester pour aller peut-être libérer ton corps ou aller faire bouger des choses. Donc ça, c'est vraiment au gré des rencontres, au gré de mes envies et au gré de ce qui me traverse à ce moment-là. Et d'ailleurs, le podcast depuis le début, ce n'est que ça en fait. Je sais pas si c'est un conseil que je donnerais, mais en tout cas, c'est clairement le podcast. Je l'ai pris comme un outil pour moi avant tout. Et donc Mmh. c'est aussi comme ça qu'il a évolué quoi. OK. Ouais, je comprends. Justement par rapport à ça, tu disais que c'était aussi, pour toi l'occasion, d'explorer, de réfléchir à ton propre rapport à ton corps. Là, presque 4 ans après, est-ce que, tu as vu l'impact, que le podcast avait eu sur, ta propre vision, et ton propre rapport à ton corps? J'ai carrément vu l'impact, ça a tout changé en fait. Ce qui a changé, c'est que quand j'ai commencé le podcast, je me voyais encore, je sais pas si tu es familière avec le travail de Camille Froidevaux-Métry. C'est une philosophe féministe et bon bah c'est clairement quelque chose que je peux recommander à toutes les personnes qui s'interrogent sur leur rapport à leur corps. En tout cas moi le travail qu'elle fait m'a beaucoup marqué. Donc c'est une autrice, elle a publié des essais, des romans aussi. Et en fait elle parle de la vague féministe dans laquelle on est comme du tournant génital du féminisme. C'est-à-dire que nos corps sont vachement plus au centre des luttes féministes, là où avant, nos corps avaient été un peu écartés pour tout un tas de raisons, mais parce que c'était surtout pas l'objet des premières luttes féministes. L'objet, c'était l'égalité de droits. Donc, par exemple, le droit de vote, le droit d'avoir un chéquier, le droit d'avoir l'égalité salariale, etc. Et là, depuis une petite dizaine d'années, clairement, le corps est au centre de nos luttes, de plus en plus. Il y a eu énormément de prises de parole sur les réseaux, sur le clitoris, les règles. Il y a même eu un énorme mouvement body positive. Bon, tout ça est clairement en train de changer, mais il y a une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, c'était quand même assez prédominant, je trouve, en termes de discussion autour de ces sujets. Et Camille Froidevaux-Métry, elle parle du fait que les corps des femmes sont des corps objets, sont des corps regardés, détaillés, commentés en permanence, quelle que soit la phase de la vie dans laquelle les femmes se trouvent. Et en fait, ça a vraiment fait écho à mon expérience personnelle. Moi, j'ai eu l'impression que, à partir du moment où mon corps a changé à l'adolescence, il n'a été qu'un corps, un objet de désir et qu'un corps objet, qu'un corps qui était défini par les autres et qui appartenait aux autres, mais pas à moi.
Et en fait, le podcast et évidemment toutes ces lectures, ça m'a permis de faire le basculement de ce que Camille appelle le corps-objet vers le corps-sujet. Et en fait, de me réapproprier mon corps et de revenir à l'intérieur de moi. Et de ne pas me laisser définir par le regard de l'autre, mais que ce soit mon regard qui le définisse. Donc évidemment que tout ça n'est pas parfait, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression d'avoir réinvesti mon corps comme un lieu d'expérience, comme un lieu où tu vibres, où il se passe des choses, et pas comme un lieu qui se laisse définir par d'autres. Et donc ça se matérialise par la sexualité, par un lieu enfin le plaisir en fait au sens large. Je pense que le plaisir fait beaucoup plus partie de ma vie qu'avant. Je fais beaucoup plus de sport, mais j'en fais pas pour ressembler à quelque chose, j'en fais pour me sentir bien. Comme si le focus avait été vraiment, vraiment complètement bougé et décalé. Et maintenant, il est à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur. Et c'est ça, en fait, le truc principal qui a changé, je pense, ces 3 dernières années. C'est vraiment que je me suis réapproprié mon corps à travers la voix de toutes ces femmes. Et en fait, tous ces récits m'ont permis de me poser la question de, moi, en fait, ce qu'elle dit, cette femme-là, est-ce que ça me touche? Comment ça me touche? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je ressens la même chose ou pas? Et petit à petit, en fait, de reconstituer les pièces du puzzle qui étaient manquantes. C'est comme si toutes ces voix, aujourd'hui, je me sens vraiment forte et pleine de toutes ces voix, tu vois, qui m'accompagnent, quoi. Donc ouais, voilà, c'est comme si le puzzle s'était un peu reconstitué avec toutes ces rencontres et ces récits. Mmh. Ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport à l'action que le podcast a eue sur toi. Je trouve que ce média est vraiment très fort, parce qu'il est puissant dans la rencontre, il est puissant dans comment on se livre, sur le podcast, cet espace de discussion, qui est, assez, je pense, privilégié à notre époque, où tout va vite, où on prend pas vraiment le temps de découvrir, les gens. Là, on a un espèce d'espace là, par exemple ici d'1 heure où on est en train de se découvrir parce qu'on se connaissait pas avant et ça, c'est ultra précieux et c'est vrai qu'en faisant le parallèle avec quand moi j'ai lancé mon projet de «Pourquoi tu as fait ça?», bah, c'était aussi parce que, je me faisais un peu bouffer par la vision de l'entrepreneuriat LinkedIn, heu j'avais pas, pour moi, je voyais que j'avais pas les bonnes références et ça m'amenait pas sur les bons chemins et c'est clair que d'aller à la rencontre, d'avoir l'expérience des autres, de me nourrir de tout ça, il y a un côté, effectivement très personnel dans ce genre de projet, très égoïste même des fois. Je me disais les gens me remerciaient: «Oui, le podcast», mais en fait je me dis: «Mais même si personne ne l'écoutait, je pense que je l'aurais fait quand même». Ouais, ouais, je suis Parce d'accord. que ça apporte beaucoup et non, c'est super intéressant, d'avoir, ton retour sur ça. J'avais une question sur, par rapport au sujet de ton podcast qui est intime, comment tu as approché tes invités? Comment tu as réussi, à convaincre, à mettre, à créer une espèce de safe place pour que, justement, la parole se libère sur des sujets, assez intimes? C'est vrai que c'est un truc très important pour moi de créer un espace qui est suffisamment safe pour que l'autre en face de moi puisse se confier et puisse me raconter des choses très intimes. Puisque il y a des épisodes où c'est quand même, on va quand même loin dans l'intimité. Après, moi, c'est clairement mon énorme kiff. En vrai, mon kiff dans ma vie, c'est d'accéder à l'intime des autres. Je pense que c'est pas pour rien que je me retrouve à faire des podcasts, puisque c'est beaucoup plus facile d'arriver avec un micro devant quelqu'un et de lui poser des questions hyper intimes que d'arriver de façon random et voilà, et d'enclencher des discussions comme ça. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de spécifique. En tout cas, au début, je me posais pas trop la question. Et puis petit à petit, je pense quand même que j'ai une facilité et peut-être une force à créer un espace d'échange qui soit propice à la confidence. Ça, c'est une évidence. Après, je pense que je leur explique toujours un peu ce que moi je veux, ce que moi je vais chercher, ce qui moi m'intéresse, et après l'autre me donne ce qu'elle a envie de me donner. Et voilà, mais l'idée pour moi, c'est de toujours mettre extrêmement à l'aise la personne que j'ai en face de moi, enfin, évidemment pas pour qu'elle se sente trahie par la suite d'avoir raconté des choses trop intimes, mais plutôt que justement tu parlais de cet espace
que moi aussi j'affectionne vraiment beaucoup, où on n'est pas coupé, où on n'est pas coupé par, tu vois, à la radio, une coupure pub ou une chanson ou un truc, parce qu'il faut du rythme. Évidemment qu'on veut avoir des interviews qui sont rythmées, mais c'est quand même cet espace en longueur qui est tellement précieux et tellement intéressant que d'ailleurs j'ai voulu un peu continuer puisque j'organise aussi des cercles de parole et pour moi c'est hyper important d'avoir ces espaces de parole qui sont pas contrariés par la parole de l'autre ou où tu n'es pas interrompu. Et donc, je trouve que c'est tellement déjà inédit d'avoir ce genre d'espace dans le monde dans lequel on vit, que rien que de créer ces espaces-là, bah, pour moi, c'est propice à la confidence. Donc, en fait, juste ça, je trouve que ça permet de créer cet espace dont on a besoin, en fait, en tant qu'être humain, tu vois. Mmh. OK. Je sais pas si j'ai Et répondu à ta question. ouais, si, si, je pense que tu y as répondu, j'avais un complément de question par rapport à ça, c'est, comment tu vas à la rencontre de tes invités? Comment ça se fait? Peut-être il y a eu une évolution entre comment ça s'est fait au début et comment ça se fait maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Au début, j'allais clairement vers des personnes que je connaissais ou des cercles, premiers cercles. Et c'était d'ailleurs hyper intéressant d'interroger des femmes de ma famille, mes cousines, des amis. En fait, finalement, de commencer par mon premier cercle et d'aller, ouais, tu vois, même ma mère, mes sœurs, je les ai toutes interviewées, quoi. Ouais, en fait, c'est hyper émouvant d'avoir commencé par elles. Et puis petit à petit, bah, un peu comme toi, il faut élargir le cercle. En tout cas, moi, j'ai voulu élargir le cercle, aller chercher des femmes qui faisaient pas forcément partie de mon entourage. Et alors là, ça a été un mélange. Il y a eu pas mal de personnes enfin de femmes qui sont venues me parler. Ce qui fait même que là, au début de saison 4, j'ai décidé d'ouvrir une messagerie, Ceci est ton corps, pour que n'importe qui puisse me laisser un message et me raconter son histoire. Puisqu'en fait, je pouvais pas passer 2 heures avec chaque femme que j'avais, voilà, qui me contactait. Et voilà, donc oui, en fait, saison 2, saison 3, ça a été vraiment un mélange de moi, de personnes que j'identifie, de personnes qui viennent qui me contactent et et ouais, essentiellement. Après, j'ai commencé un petit peu plus anglais, par exemple, sur la saison du ventre. J'avais très clairement, je voulais qu'il y ait un épisode sur les TCA. Je voulais qu'il y ait un épisode sur l'endométriose. Je voulais qu'il y ait un épisode sur la fausse couche. Donc, en fait, c'était aussi en parlant autour de moi que, bah, petit à petit, tu vois, les mots se passent et les profils s'identifient. Ou alors, je suis aussi allée chercher des personnes, genre là sur la saison 4, je suis allée chercher Camille Aumcarnel et Mmh. Anissa pour un épisode sur les femmes qui se rasent la tête. Et en fait, il se trouve que j'étais à une conférence où elles étaient, enfin j'assistais à une conférence où elles étaient. Et je suis allée au culot, je suis allée les voir et elles m'ont dit oui tout de suite, ça leur a plu. Et donc voilà, c'est vraiment un grand mélange d'opportunités et de rencontres, quoi. Mmh. C'est vrai que de venir, avec cette proposition, bah, de prise de parole, de podcast, c'est souvent bien accueilli. En tout cas, moi, j'ai jamais, j'ai toujours eu des oui ou sinon pas pour le moment, mais parce que j'ai pas le temps, mais après. Et j'avais eu cette appréhension quand je me suis lancée en me disant: «Oh là là, mais il y a personne en dehors de mon cercle qui va accepter de venir sur mon podcast et tout». Mais en vérité, je pense que les gens sont heureux aussi qu'on leur offre cet espace de parole. Donc c'est top, ça nous permet du coup d'aller demander, et d'avoir, toute une diversité de personnes, Ouais, à tout à accueillir sur fait, le podcast, donc c'est top. carrément. Tu nous disais que tu avais commencé, par un projet qui s'appelait Les Dinettes, donc qui était un projet, où, tu rassemblais des personnes, pour libérer la parole et cetera sur certains sujets. Là, je vois bien que le podcast, c'est pas que le podcast, ça vient aussi, dans le présentiel, donc j'imagine que, au vu de la genèse du projet, c'est quelque chose qui était complètement naturel de faire, des cercles de parole, des événements, des enregistrements en présentiel et cetera? Ça n'a pas été forcément une évidence dans le sens où je pense que j'ai mis du temps à sortir un peu du bois. En fait, c'est facile pour moi quand je suis en groupe, et c'était le cas pour les dinettes, d'organiser des choses. Mais quand je suis solo et quand j'ai repris le podcast en solo, ça a été beaucoup plus difficile. Déjà
me réapproprier ce projet comme étant vraiment officiellement le mien et d'assumer qu'en fait, ouais, j'avais aussi envie de le faire vivre en dehors de juste un espace audio. Donc ça n'a pas été non plus une évidence, mais ça s'est accéléré là, je dirais cette dernière année. Il y a eu beaucoup d'événements, soit moi d'être invitée à des événements, soit d'organiser des enregistrements en public, mais ça a souvent été à la initiative d'autres personnes. Et je pense que mon animal totem étant genre la limace ou la tortue, je mets vraiment du temps avant de me dire ok ça vas-y ça peut être sympa, ça peut me plaire. Ce que je fais depuis pas mal de temps, c'est les cercles de parole. Ça, pour le coup, ça a été assez évident, assez vite, parce que je trouve que c'est un outil qui est super puissant et que clairement, on le connaît pas encore très bien en France, mais c'est une dinguerie comme... Pardon. Donc, je disais, c'est pas un outil qu'on connaît très bien en France, mais c'est une dinguerie comme c'est ultra puissant en fait le cercle de parole, comme ça a un effet immédiat sur calmer ton système nerveux et le fait de se connecter à d'autres personnes comme ça de façon très rapide, très immédiate, des personnes que tu n'as jamais rencontrées et très vite tu te retrouves à partager des trucs assez deep, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Bah en fait ça a un effet. Je sors d'une petite maladie, donc c'est pour ça que j'ai mal à la gorge. Pas de souci. Donc en gros, ça a un effet assez fort et assez dingue. Donc ça, les cercles de parole, assez vite, ça s'est imposé à moi. Mais pour le coup, les enregistrements en public ou les événements ou même, tu vois, par exemple, là, demain, j'anime une conférence autour qui s'appelle Mangeons le patriarcat. Et ça, c'était pas quelque chose de très évident. Donc, disons que je dois un peu toujours me faire violence, mais à la fois, ça m'amuse beaucoup et ça me plaît énormément. Et ça, d'ailleurs, c'est des opportunités qui sont venues grâce au podcast. Donc, typiquement, la conférence de demain, c'est pas du tout quelque chose que moi j'ai organisé. C'est on m'a appelé parce que j'avais fait un enregistrement en public autour du ventre des femmes dans une épicerie. Donc, rien à voir le truc. Et mais voilà, le lien s'est fait comme ça autour du ventre, autour de allons manger le patriarcat. Mm. Donc oui, voilà. C'était pas une évidence, mais petit à petit, ça s'est imposé quand même comme, bah, quand même c'est chouette de rencontrer des gens en vrai quand tu fais du podcast. Je sais pas si toi tu le vis aussi, mais de passer du temps avec les gens en vrai versus juste les enregistrer, faire l'enregistrement et puis ciao. En fait, de voir les auditeurs, les auditrices, de partager un moment vraiment collectif et en présentiel, quoi. Chose que je pense que je m'étais un peu déshabituée au moment du Covid et au moment où, du coup, on a lancé le podcast. Et puis, petit à petit, de retrouver la voie d'être ensemble, quoi. Ça, c'est assez cool, Mm. je trouve. Je l'expérimente pas encore dans le podcast, mais je l'expérimente à côté avec des entrepreneurs, notamment au sein de la communauté de Thomas Burbidge et Dani Lanazza. Et je vois la puissance et du coup, je me dis que mon prochain projet, il y aura forcément une branche comme ça qui permettra justement cette rencontre. Et puis il y a aussi, j'ai discuté un petit peu avec Guillaume qui anime le podcast sur la sexualité, l'intime gay et qui est aussi très connecté à sa communauté et qui la voit en présentiel régulièrement, que je vais recevoir sur le podcast et je comprends la puissance de ce qui est ces rencontres et d'aller un peu plus loin et tout. Donc, c'est sûr que ça fera un moment partie de mon projet, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir, parce que c'est vrai que le podcast, ça peut être un peu ingrat parce que au final, on n'a pas de réaction réellement. Bon, il y a quelques avis, il y a des interactions avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas forcément régulier et important. Donc, de créer ces espaces-là de discussion, ça vient aussi nourrir le projet. Et puis là, comme tu disais que tu as ouvert une messagerie pour que les personnes posent leurs témoignages, en fait, c'est là où on prend la signification de ce que tu disais, comme ça reste quand même un projet collectif, parce qu'en fait, tu le construis aussi avec ta communauté, de par les échanges que tu dois avoir à l'extérieur, et aussi quand ils contribuent directement, quand les auditeurs contribuent directement au podcast. Donc ouais, c'est super intéressant d'avoir un travail aussi, tu vois, complet et d'impliquer tout le monde. C'est toujours plus riche hein, que quand on est avec son seul cerveau. C'est clair, bien sûr, carrément.
Podcast, comment, il a pris, de l'ampleur? Comment, toi tu as ressenti que, ça prenait, qu'il y avait de plus en plus d'auditeurs? Là, tu dis que tu avais des opportunités, grâce au podcast. Est-ce que c'est arrivé d'un coup, ou est-ce que, c'était plutôt progressif? Je voudrais bien avoir ton retour par rapport à ça, sur la croissance de ton podcast. Non, ça a été assez progressif. Au début, c'était clairement un cercle d'auditeuristes assez, restreint et limité. Bah, comme à chaque fois que tu lances un projet, ça va être tes amis, tes proches, qui vont te suivre. Et puis petit à petit, je pense que les réseaux sociaux ont été clairement, déterminants dans le fait de construire un peu cette, audience, cette communauté. Je pense que c'est à travers les réseaux que, ouais, vraiment la notoriété du podcast, a augmenté. Et aussi à travers le fait que pour moi, ça a été important tout de suite de me relier à une communauté de podcasteurs. Donc en participant à des événements type le Paris Podcast Festival, mais aussi en faisant partie de groupes Discord, en étant dans voilà différentes communautés qui existent. Et ça aussi, ça m'a, je pense que ça m'a aidé à faire grandir le projet et à asseoir sa légitimité aussi dans le paysage des podcasts qui est tellement vaste aujourd'hui et tellement riche. Et c'est ça qu'on adore et qui est génial, je trouve, dans le milieu du podcast. C'est un outil super puissant, tu l'évoquais tout à l'heure, et dont tout le monde peut se saisir, quel que soit le sujet. Et ça, je trouve ça assez fou. Donc clairement, ça a été progressif. Et en fait, j'ai commencé aussi à voir la différence quand j'ai vu que ça m'ouvrait des portes autres que juste faire le podcast dans mon coin et régler mes problèmes avec moi-même et avec mon corps. Je pense que un moment important, ça a été, c'était il y a 2 ans, quasiment 2 ans. J'ai été appelée par Empower, qui est une entreprise, une association, je pense, qui œuvre pour l'entrepreneuriat des femmes et qui organise des festivals. Et il y a 2 ans, du coup, ils m'ont proposé d'animer une conférence autour du poids du corps avec Camille Froide-Vométrie. Je suis un peu une fan girl de Camille Froide-Vométrie. Ça a été un peu la consécration dans ma carrière, on va dire. Donc avec du coup Camille Froide-Vométrie, qui est cette philosophe féministe, avec Mounia El-Kotni, qui est une anthropologue de la santé, qui a participé à la réécriture d'un ouvrage collectif qui s'appelle Notre corps nous-mêmes, qui est un ouvrage autour du corps des femmes ou des personnes qui s'identifient comme telles, qui a d'abord eu une première publication dans les années 70 aux États-Unis. C'est vraiment un outil de self-help et de comment est-ce que les femmes peuvent se réapproprier le savoir sur leur corps. Donc, il y avait eu cette première publication dans les années 70 et une publication française aussi. Et là, il y a eu cette réactualisation en fait de cet ouvrage dont Mounia a fait partie. Et il y a d'ailleurs, je pense que je suis un peu en avance, mais je conseille quand même au passage un documentaire qui s'appelle Riposte Coming, la riposte féministe. OK. Et ça, d'ailleurs, en fait, ça filme aussi tout le travail qui a été fait par ce collectif de femmes ou de personnes s'identifiant comme telles à nouveau, pour réactualiser cet ouvrage collectif Notre corps nous-mêmes. Donc, je conseille du coup ce livre et ce docu. Et pour reboucler, je reviens sur la conférence. Donc, il y avait aussi une influenceuse mannequin d'une 60aine d'années qui s'appelle Caroline Idaours. Et donc voilà, j'ai été invitée à animer cette conférence et ça a été genre un moment de ouf. J'ai trop kiffé, j'ai adoré. Déjà le sujet, les intervenantes. Enfin, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça en fait. Mmh. Et quand je me suis dit, OK, le podcast m'a fait faire ce bond-là pour aller animer cette conférence à cet endroit avec ces personnes, je me dis, bah là, en fait, c'est un énorme kiff et là, ça commence à prendre de l'ampleur, une ampleur qui me fait sortir de juste moi, chez moi, derrière mon micro, quoi. Et puis Mmh. après, il y a eu d'autres occasions, d'autres opportunités, voilà, très chouettes, et aussi des opportunités professionnelles, puisqu'en fait, Ceci est ton corps, ça a aussi été une vitrine pour dire bah je sais faire des podcasts, je peux créer des podcasts. Et en fait, c'est aussi que c'est ma vie professionnelle depuis 3 ans, c'est de créer des podcasts, d'écrire, de faire des voix off.
En tout cas, le podcast a pris une place dans ma vie qui est quand même assez significative ces dernières années. OK. C'est cool que tu boucles sur ça, parce que, justement, je voulais interroger un peu ton rapport à l'entrepreneuriat. Si tu vivais ton podcast, donc là, tu nous dis que parce que j'ai vu qu'il y avait un Tipeee pour, les dons, de ta communauté d'auditeurs et d'auditrices. Donc là, tu nous dis que en fait, à côté de ton podcast, tu as une activité, professionnelle autour du podcast et tu accompagnes en fait, des entreprises à créer leur podcast, c'est ça? Exactement. J'accompagne des entreprises, des assos, ou même des gens qui veulent créer leur podcast. J'ai aussi fait du coaching autour du podcast. Dans on va dire un vaste scope de mission. Ça peut être la définition du concept du podcast, ça peut être la production, ça peut être l'écriture, ça peut être la création d'un programme de formation autour du podcast, ça peut être utiliser l'outil podcast comme un outil de médiation avec des jeunes. Là, par exemple, c'est un projet que je viens tout juste de lancer, la saison 2, donc d'un projet de podcast avec des jeunes et surtout avec une association qui s'appelle Méduse. C'est une asso qui fait de la sensibilisation à la prostitution des mineurs en collège et en lycée. Et elles ont eu envie donc du coup de prolonger vraiment les séances de sensibilisation avec les jeunes et d'en faire un outil un peu plus concret, tu vois, parce que d'habitude, elles débarquent dans le collège, dans le lycée, elles font 2 heures de sensibilisation avec les jeunes et puis ciao, elles s'en vont. Et l'idée, c'était de vraiment prolonger en fait cette démarche et de passer plus de temps pour avoir plus d'espace pour discuter de ces sujets. Je parle de prostitution, mais évidemment, c'est un point central pour parler de consentement, de sexualité, Mmh. de proxénétisme, de réseaux sociaux, de harcèlement scolaire, de voilà. En gros, c'est juste un espace dans lequel t'es safe et tu peux parler de tous ces sujets-là. Et Dieu sait qu'on en a besoin quand on est jeune et qu'on en manque malheureusement cruellement. Donc elles font ce travail-là et ensemble, on a créé du coup cet outil podcast qui fait que les jeunes ont un espace pour discuter entre eux de qu'est-ce que ça leur a évoqué. Et donc là, on vient tout juste de sortir la saison 2. Donc la première saison avait été faite avec des lycéens du lycée Henri Vallon à Aubervilliers. Et là, la saison 2 a été faite avec des collégiens du collège Georges Méliès dans le 19e à Paris. Et le podcast s'appelle Prostitution, jeunes et concernés. Et voilà, donc il y a la première saison, il y a 6 épisodes, dans la deuxième, il y en a 3. Et franchement, c'est trop stylé. On entend des jeunes discuter, Mmh. échanger sur ces sujets. Donc déjà, c'est hyper rare d'entendre la parole des jeunes de façon aussi peu censurée, aussi peu contrainte. Et Mmh. c'est vraiment eux, en fait, qui prennent la parole sur ces sujets. Donc ça, c'est un exemple de projet sur lequel je peux travailler, mais il y en a plein d'autres. Je pense à Bicomtech, qui est une association avec laquelle je travaille depuis 3 ans aussi pour créer un podcast avec les jeunes. Là, je travaille sur un projet avec LVMH. Voilà, c'est très varié. Et j'ai aussi écrit un podcast qui s'appelle On aura tout vulve pour Sogella, pour débunker un peu les fausses idées sur la vulve, la sexualité, les règles, les odeurs. C'est un podcast du coup qui est incarné par Caroline Nicoulot et que moi j'ai vraiment écrit. Donc mon implication est très vaste et ça dépend vraiment beaucoup des projets et des besoins et des sujets en fait qui vont être abordés. Mais le podcast, comme tu le disais, je trouve que c'est un outil qui est vraiment mais genre super puissant pour plein d'aspects et plein de sujets et notamment tous ces aspects intimes, diversité. Voilà, c'est très vaste mais et c'est trop bien quoi. Mmh. C'est top, c'est top. Heu, Tu nous as parlé tout au long de l'interview, justement, du podcast comme outil de médiation. Là, tu viens de nous donner un exemple. J'avais une question par rapport à ça, en fait, de voir le podcast comme un outil de médiation, c'est parce que ça permet, de libérer la parole à travers, le média. En fait, par exemple avec, cette association, Méduse, sans le podcast, les jeunes, prenaient moins la parole ou avaient plus peur de prendre la parole, alors qu'avec le podcast, ça a permis de mieux, s'exprimer. C'est comment ça fonctionne, en fait? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent.
Je pense qu'il y a le fait de valoriser leurs paroles. C'est pas du tout la même chose d'avoir une Mmh. discussion dans une salle de classe versus, en fait, tu vas dire des choses qui vont être enregistrées et qui vont être écoutées par d'autres. Ta parole, elle a du sens, elle a du poids, elle est importante et on y accorde de l'importance. Ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de très important, enfin quelque chose de très fort, quoi, dans l'outil podcast, de se dire que, et d'ailleurs, ça vaut pour les jeunes, mais ça vaut pour n'importe quelle personne que tu vas interviewer. Quand tu mets un micro devant quelqu'un, ta parole, elle change. D'ailleurs, parfois, c'est même potentiellement un peu problématique puisque ta parole, elle change parce que tu t'interroges sur ce qui est intéressant à dire et pourquoi est-ce que ce micro est devant toi et pourquoi est-ce que tu dois dire des choses intelligentes, des choses voilà importantes. Donc il y a, je trouve aussi ce truc-là à accompagner qui peut être un peu tricky parfois, mais il y a clairement ce truc de valoriser la parole de l'autre avec l'outil podcast. Et puis il y a tout le temps qu'on passe en fait ensemble à créer ce podcast finalement. Excuse-moi. J'espère que ça te fera pas trop de montage. Je suis désolée. T'inquiète. Finalement, il y a aussi tout ce travail qu'on passe à réfléchir ensemble à qu'est-ce que tu veux dire, comment tu veux le dire, qu'est-ce qui est important pour toi. Là, pense à ce que les autres vont, comment les autres vont réagir quand ils vont t'entendre dire ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire? Est-ce que c'est vraiment ça que tu penses? Et en fait, tout ce travail, évidemment qu'on aurait pu l'avoir sans la finalité de l'objet épisode de podcast, mais d'avoir un livrable, d'avoir quelque chose de palpable à la fin, ça rend les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus sérieuses et, et je trouve moi plus intéressantes du coup. Et les filles, tu vois, de l'asso Méduse, elles font à la fois ce projet podcast, mais elles font aussi des affiches avec les jeunes et elles travaillent avec une graphiste. Et c'est pareil, en fait, c'est, je trouve, une autre façon de s'exprimer à travers l'image et qui est hyper complémentaire avec le podcast. Et je trouve qu'on a besoin de, ouais, de ces livrables finaux pour valoriser la parole de l'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est comme ça que je l'ai vécu à titre personnel aussi, en fait. De me dire, bah, je vais m'enregistrer. Ma parole, elle aura du poids, elle aura de l'importance parce que je la mets je la mets sur les plateformes, il y a une trace en fait. Moi, j'ai aussi un peu cette obsession de la trace, du souvenir et de qu'est-ce qui va rester. Tu vois, les 4 saisons de podcast, la soixantaine de femmes que j'ai interviewées, pour moi, c'est aussi une forme d'archive de ce que c'est que d'être une femme entre 2021 et 2024 et de comment tu vis ton corps à cette époque-là. Mmh. Et ben, au même titre que c'est le cas pour la parole des femmes, je trouve que c'est le cas pour la parole des jeunes. Il y a une trace, il y a une archive, et ça existe, et c'est, voilà, c'est accessible. Ils peuvent se dire, ils étaient trop fiers, d'ailleurs, c'était hyper mignon. Ils disaient, ouais, je suis sur Spotify, madame, quoi. Bah ouais, t'es sur Spotify, en fait. Ouais, ta voix, elle est sur Spotify, tu vois. Et ça, je trouve que ça encapsule tout ce que ça veut dire, l'outil podcast comme médiation, quoi. Mmh. Carrément, carrément, super intéressant. J'avais une dernière question par rapport à l'entrepreneuriat. Tu as été salariée pendant plusieurs années. Est-ce que, tu avais déjà des gens autour de toi qui étaient entrepreneurs? Comment tu as fait cette bascule, en fait? Qu'est-ce qui est-ce enfin, comment c'est arrivé? Comment tu t'es dit: «Ben, au final, je vais être à mon compte»? Franchement, ça s'est fait de manière YOLO, Jade. Vraiment, j'avais pas du tout prémédité le truc et c'est d'ailleurs quelque chose que je ne conseillerais pas. Moi, je suis partie de chez Ruinart avec une rupture conventionnelle en me disant, j'ai du temps devant moi et je vais utiliser ce temps pour réfléchir. Je n'arrivais pas à savoir où est-ce que je voulais aller en étant encore chez Ruinart. J'étais trop, j'étais trop occupée, j'avais trop de boulot, j'arrivais pas à sortir la tête, à prendre du recul et à sortir la tête de l'eau. Et en fait, merci quand même la France pour ce chômage qui m'a quand même bien aidée et qui m'a permis de me poser des questions, de prendre mon temps. En fait, après, au-delà de ça, moi, j'ai l'impression de vivre des petites crises existentielles un peu tous les 6 mois. Donc clairement, je sais toujours pas vraiment ce que je vais faire et je pense que je resterai une personne à jamais dans ma vie qui sait toujours pas vraiment ce qu'elle veut faire, mais qui fait des trucs et parce que ça l'amuse et que voilà. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai quitté Ruinart. J'ai lancé un podcast, j'ai fait un DU en médiation et gestion des conflits, j'ai commencé à faire, j'ai commencé à être mentor sur Open Classroom avec des jeunes. Enfin voilà, bref, je vais pas te faire la liste, mais j'ai fait tout Mmh. un tas de choses très variées. Puis petit à petit, il y a des trucs qui ont pris, des trucs qui ont moins pris, des trucs que j'ai un peu mis de côté. Mais par contre, ce que j'ai fait tout de suite et dès le début,
Et que ce soit pour le podcast ou même pour le fait d'être freelance à mon compte, c'est de me rapprocher de communautés, de faire partie de communautés. J'ai fait partie d'une communauté de freelance pendant 2 ans qui s'appelle Loukoum. Et là, depuis septembre, je fais partie d'une autre communauté. J'ai quitté Loukoum qui me correspondait plus. Et là, maintenant, je fais partie d'une autre communauté qui s'appelle les collectives, qui m'apporte vraiment beaucoup de joie et beaucoup de force, je trouve, au quotidien. C'est un collectif de femmes. Et là où Loukoum, ce qui nous rassemblait, c'était plutôt nos métiers. Les collectifs, ce qui nous rassemble, c'est pas nos métiers, c'est plutôt nos valeurs. Mmh. Et donc, on se parle une fois par semaine. Et puis, au-delà de ça, il y a plein d'autres choses qui se créent, voilà, au-delà de cette heure et demie qu'on a ensemble chaque semaine, qui est structurante. Mais vraiment, le pouvoir du collectif, c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis le début. Je trouve que savoir s'entourer, c'est une force. Enfin, je sais pas si je sais m'entourer, mais en tout cas, j'ai à cœur de m'entourer. Et ça a été déterminant dans mon évolution et dans le fait de m'inspirer aussi des autres, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est moi, j'arrive pas à grandir toute seule dans mon coin derrière mon écran. Mmh. J'ai clairement besoin de me nourrir des autres, quoi. Donc voilà, je sais toujours pas vraiment ce que je fais ni ce que je vais faire. Non, c'est pas tout à fait vrai. J'abuse un peu, mais je sens en tout cas que je suis à l'aube de changement et que je vais changer des trucs là. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, ces 3-4 dernières années, ça s'est fait de façon assez organique et au gré des rencontres, au gré des opportunités. Et c'est pas quelque chose que je conseillerais pour autant. Je pense qu'il faut être un peu plus structuré dans sa vie, se mettre des objectifs et tout. Voilà. C'est pas forcément quelque chose que j'ai fait, mais ou en tout cas que j'ai fait de façon un peu en dilettante. Tu dis ça parce que ça t'a créé de l'anxiété? Le fait que ce Ouais, de soit pas ouf, structuré? carrément. Enfin, c'est pas le fait que ce soit pas structuré qui m'a créé de l'anxiété, c'est plutôt le fait de ouais de me laisser un peu porter quoi. En fait, peut-être que ouais, bon, c'est pas tout à fait vrai. L'anxiété, c'est plutôt le fait de pas savoir de quoi sera fait demain. Et à Mmh. la fois, bah, c'est aussi le propre d'une vie d'entrepreneur, de freelance, c'est que tu sais jamais vraiment trop, voilà, d'où va venir ton prochain taf. En tout cas, pardon, moi qui suis, tu vois, j'ai pas une offre qui est très définie, qui est très carrée. Je, je, je travaille sur plein de projets très variés et bon, qui ont toujours un fil rouge quand même. Mais disons que voilà, il y a pas 3 offres très définies et très identifiables quoi. Je pense que c'est plutôt ça qui a été générateur d'anxiété. Enfin, et du coup, la difficulté à savoir d'où ça va, d'où va émerger ma prochaine mission. Ouais, 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 je comprends. Je pense que c'est une anxiété qui est partagée, par un grand nombre de freelances et d'entrepreneurs mais, est-ce que, est-ce que ça a remis en question le fait d'être entrepreneur? Ouais, ça le remet en question régulièrement. OK. Pour autant, j'en suis pas encore à me dire que je vais retrouver un job en CDI ou de salarié. Là, pour l'instant, j'en suis pas là, mais à tout moment, si jamais c'était nécessaire pour mon bien-être mental, pour mon bien-être physique, pour ma tranquillité d'esprit, pour tout un tas de raisons, j'hésiterai absolument pas à refaire ce bond vers le salariat si jamais je juge que c'est le bon moment pour moi de le faire, quoi. Mmh. Même Ouais, si je c'est me pas une porte suis que tu te fermes. Mmh. pas du tout, absolument pas. Même si je dois dire que je suis quand même assez heureuse dans la fluidité que m'offre la vie que j'ai aujourd'hui, dans le fait d'être à mon rythme en fait. Ça, c'est quand même quelque chose Mmh. d'extrêmement précieux, d'avoir mon rythme, mon temps et d'en disposer comme je le veux et comme je le souhaite. Ça, je pense que c'est le truc le plus important pour moi dans ma vie aujourd'hui. Mais voilà, on sait jamais de quoi demain sera fait, donc tout est possible. Mmh. Et il se peut que aussi tu aies une opportunité de mission, ultra passionnante, avec un Ouais, statut salarié. exactement. De toute façon, rien n'est, ce que je me dis à chaque fois quand j'ai ce genre de réflexion et j'en ai eu, dernièrement puisque l'année dernière j'ai fait un burn-out, à cause de l'entrepreneuriat donc forcément tout s'est chamboulé. C'est, que, en fait rien n'est immuable donc au final qu'on fasse un choix aujourd'hui, on peut revenir dessus, à tout moment donc ça tout de suite ça enlève une certaine pression Carrément. Ouais, de se dire 100%. que, au final on peut faire un choix maintenant puis on s'enferme jamais quoi. On pourra toujours, rebondir, et faire autre chose si on en a envie donc Tout à fait.
On arrive à la fin de la discussion. Est-ce que tu penses qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu aborder? Non, je crois pas. Je crois qu'on a balayé pas mal de choses. Ouais, ouais. Je pense que c'est Ok. assez complet. Ok, trop bien. Donc on arrive aux deux dernières questions du podcast. Il y en a une que tu nous as distillé des ressources comme ça tout au long de l'épisode. C'est quelles ressources tu recommandes aux auditeurs et aux auditrices aujourd'hui? Est-ce que tu en as pour nous encore un bonus, une ressource supplémentaire par rapport à ce que tu as partagé? Alors, je pense à une expo que je suis allée voir il y a pas longtemps, donc c'est à Paris. Et voilà, désolée pour celles et ceux qui n'y sont pas. C'est une expo qui s'appelle l'Odyssée de nos mères. En fait, moi, j'ai assisté à la fois au vernissage de l'exposition et à la pièce documentaire qui a été créée un peu en parallèle de la création de cette expo. Donc, cette expo, elle a été créée par une photojournaliste et je ne me souviens pas de son prénom, donc je vais aller regarder tout de suite pour te dire ça. Pour être la plus... Attends, 2 secondes, j'arrive. Si je retrouve ça... Ok, donc c'est du coup une expo photo qui s'appelle Lignée, l'Odyssée de nos mères, de Pauline Goer, qui est une photojournaliste. C'est donc moi j'ai assisté à la fois au vernissage de l'expo et à la présentation d'une pièce documentaire, donc une pièce théâtrale documentaire. C'était un peu la première fois que j'assistais à ça et j'ai trouvé que c'était hyper cool, hyper poignant et hyper intéressant. Et donc tout ça en fait raconte le parcours des femmes migrantes quand elles sont en France, à Paris. Qu'est-ce qui se passe pour elles quand elles sont enceintes ou quand elles ont des enfants en bas âge? Que fait les pouvoirs publics, les associations pour les aider, les accompagner, etc. Et comment est-ce que du coup petit à petit l'aide de l'État se délite et à l'inverse les associations doivent être de plus en plus présentes pour couvrir ce besoin qui est de plus en plus huge, quoi. Et voilà, bon, c'était une expo qui était magnifique, hyper touchante, vraiment nécessaire et importante. Donc clairement ça, c'est quelque chose que je conseille. Ensuite, pour rigoler, je conseille les humoristes. Je suis très humoriste en ce moment et Marie de Broer est une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Mais genre, je l'adore. Elle me fait tellement taper Je des suis barres. d'accord. Elle est ouf. Elle est vraiment ouf. Je l'aime trop. Et au-delà de ça, je suis aussi allée à un plateau d'humoristes femmes. Ça s'appelle... merde, j'ai vraiment une très mauvaise mémoire des noms. Alors attends, je vais retrouver ça tout de suite sur Insta. Donc c'est une humoriste qui s'appelle Alicia C'est tout, qui a créé ça. Et comment ça s'appelle son plateau? Je le trouve pas. Alicia, tu le mets pas bien sur ton compte Insta là. Je vois pas le nom. En Ouais, gros, sinon, allez on le mettra voir. en description, ouais. On Elle mettra en s'appelle, description. elle s'appelle Alicia C'est tout sur Instagram et elle a créé un plateau du coup de stand-up pour les femmes, les minorités, un plateau queer, etc. C'est le dimanche soir à Paris aussi du coup. Donc il y avait elle et il y avait d'autres humoristes qui étaient géniales. J'ai trop rigolé, j'ai trop kiffé. Donc voilà. En ces temps difficiles, je pense qu'on a besoin de rire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis je crois que c'est un peu les deux trucs auxquels je pense à conseiller en ce moment. Trop, trop bien. Ben, on remettra les références dans la description pour les auditeurs et les auditrices. Et puis, j'arrive à ma dernière question qui est qui tu verrais à ta place dans ce podcast? Alors, je verrai plein de gens. Je verrai Mélanie Hong. Je sais pas si tu la connais. Oui, oui, de Bonjour Podcast? Exactement, de Bonjour Oui. Podcast. Je trouve que son parcours, il est hyper intéressant. Elle aussi, elle a complètement switché. Elle a créé une entreprise autour du podcast et de la diversité, donc clairement tes sujets. Donc je trouve que ce serait hyper intéressant si jamais t'as pas Mm. déjà eu l'occasion d'échanger avec elle, que Ouais, tu non, discutes avec elle. Ouais, Mélanie, je pense que clairement je la verrais bien à ma place. trop bien. Bah, c'est cool. C'est vrai que je la suis, mais j'ai pas eu l'occasion de parler avec elle, donc ce serait cool de la recevoir sur le podcast. Trop, trop bien. J'étais trop contente d'avoir cette discussion avec toi. Ton parcours m'inspire beaucoup. Merci Donc, Jeanne. j'ai eu plein d'éléments là qui m'ont fait un peu pétiller les yeux Trop sur ce que bien. tu as fait, comment tu as fait, etc. Et merci d'avoir partagé tout ça avec nous.
je te souhaite de continuer à trouver les éléments qui t'animent et qui nourrissent ta vie professionnelle dans les mois, les années à venir, et à continuer à faire ce que tu fais, qui a un impact énorme et qui est très bien fait. Et donc, je conseille bien sûr à tout le monde d'aller écouter le podcast Ceci est ton corps, qui est vraiment une mine d'or. Et puis, je te dis à bientôt. J'espère te rencontrer en réel Moi aussi, euh, Jade. prochainement, sûrement après ma grossesse, parce que là, je ne me déplace plus vraiment. Ok. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était super. Merci pour tes Trop cool. questions. Merci pour notre échange. C'était hyper cool et voilà. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao.